Alors, Michel Laurent, première protéine. Bonjour, je suis Léa, étudiante en sciences. Si comme moi, tu as besoin d'approfondir tes connaissances en biologie, en physique ou encore en chimie, dans le cadre de tes études ou de ta recherche, alors ce programme est fait pour toi. La représentation des structures des protéines, c'est un peu comme celle d'un corps humain. On montre sur une première planche les os et le squelette, sur une autre le système nerveux, sur une troisième le système vasculaire et circulatoire, etc. Dans le cas des protéines, on peut juste représenter sa séquence linéaire d'acides aminés, la structure primaire, ou bien un ensemble en 3D composé de tubes et de ressorts qui symbolisent les structures secondaires, ou encore d'autres représentations qui seront étudiées dans ce module. La question que je me pose à ce propos est la suivante. Les propriétés physico-chimiques des acides aminés sont connues. On connaît également tous les types d'interactions qui peuvent exister entre les groupements chimiques. Par ailleurs, les ordinateurs modernes disposent de moyens de calcul énormes. D'où ma question toute bête. Si l'on connaît l'ordre dans lequel s'enchaînent les acides aminés, ne peut-on pas déterminer directement par le calcul la structure tridimensionnelle d'une protéine? Ta question est loin d'être toute bête, Léa. Tu viens de reformuler un célèbre postulat énoncé par Hanfing Sen qui lui a valu le prix Nobel de chimie. J'ai de l'espoir alors. Certes, mais c'était il y a un demi-siècle tout de même. C'est en effet au début des années 60 qu'Hanfing Sen effectua l'expérience suivante. Après avoir dénaturé une petite protéine, la ribonucléase, il retira l'agent dénaturant et il montra que la protéine retrouvait alors spontanément sa structure 3D active et fonctionnelle. Ce qui le conduisit à formuler le fameux postulat selon lequel toute l'information nécessaire à l'acquisition par une protéine de sa structure tridimensionnelle est contenue dans la structure primaire. Sauf que l'on sait aujourd'hui que c'est sans doute un peu plus compliqué que cela. L'expérience réussie avec la ribonucléase est difficilement reproductible avec d'autres protéines, en particulier avec les plus grosses. Nul doute que la séquence joue un rôle crucial dans l'acquisition de la structure tridimensionnelle. Mais le mécanisme de repliement dépend également de facteurs externes, comme la nature du solvant, la concentration en sel, la température, etc. Par ailleurs, la chaîne commence à se replier dès que sa synthèse s'amorce sur le ribosome. D'éventuels calculs d'acquisition de structures 3D devraient donc prendre en compte cette temporalité particulière. Enfin, le repliement d'une chaîne polypeptidique est parfois assisté in vivo par d'autres protéines spécialisées appelées protéines chaperones. Je vois. Adieu Nobel. Il y aurait peu d'intérêt à ergoter aujourd'hui sur le bien fondé conceptuel du postulat d'Hanfing Sen. Les prédictions de structures 3D à partir de séquences peuvent apporter des résultats partiels intéressants dans le cas de petites protéines. Elles achoppent dans le cas de protéines plus grosses, des protéines membranaires en particulier. Une des difficultés est d'identifier l'ordre dans lequel se replient les différentes parties de l'édifice. Le problème est ardu car certaines parties déjà repliées aident au repliement d'autres parties. Nul doute que l'on aura besoin, pendant longtemps encore, des méthodes expérimentales de détermination des structures 3D des protéines, méthode que le calcul ne pourra totalement remplacer. Connaître la structure d'une protéine permet en premier lieu d'en comprendre la fonction. Mais on peut aussi utiliser les données structurales pour toute autre chose, pour reconstruire par exemple l'arbre du vivant. Nous allons voir par ailleurs qu'il existe différents niveaux de structure d'une protéine. Ces différents niveaux sont intriqués pour former la structure tridimensionnelle. Celle-ci ne peut être modifiée sous peine d'en altérer la fonction. C'est par exemple le cas des enzymes. Les enzymes sont des protéines qui catalysent des réactions chimiques dans l'organisme. La substance qui va réagir, le substrat, se fixe dans une première étape au site actif, avant d'y être ensuite transformée. La plupart du temps, c'est la deuxième étape, la transformation, qui limite la vitesse globale du processus. Certains enzymes sont utilisés à des fins de production industrielle. Dans ce cas, on peut chercher par de petites modifications subtiles à en améliorer les performances cinétiques ou la stabilité. La réussite de l'opération suppose de très bien connaître leur structure. Ici, une utilisation totalement différente des données structurales afin d'établir des relations de phylogénie. La protéine choisie est le cytochrome C que l'on retrouve de manière universelle de la bactérie à l'homme. Une ligne horizontale donne l'ordre dans lequel s'enchaînent les acides aminés de la protéine dans l'espèce choisie.
Chaque rectangle vertical montre une position où il n'y a eu aucune modification entre les espèces concernées. On a calculé le nombre de différences qu'il y avait entre les séquences des espèces comparées 2 à 2. Par exemple, on n'a trouvé aucune différence entre la protéine humaine et celle du singe Rhesus, alors qu'il y en a 9 entre le lapin et l'homme, 14 entre le pingouin et l'homme, etc. On en déduit que l'espèce humaine et le lapin ont divergé plus tôt que le singe et l'homme. L'hypothèse, c'est que plus les espèces ont divergé précocement, plus les mutations se sont accumulées dans le génome. Autrement dit, plus on observe de différences, plus l'ancêtre commun entre les deux espèces est éloigné dans le temps. Est-ce que pour établir cet arbre généalogique, on peut prendre n'importe quelle protéine ou n'importe quel gène? Non, au contraire, il faut porter un grand soin au choix de la séquence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein d'un génome, tous les gènes n'évoluent pas à la même vitesse. Cette caractéristique est d'ailleurs très utile pour établir des phylogénies entre des espèces qui ont des temps de divergence différents. En bref, il s'agit de choisir une séquence dont la fréquence de mutation au sein des espèces à classer est bien adaptée à l'échelle de temps sur laquelle porte l'étude. Si la fréquence est trop grande, les mutations vont se recouvrir et se masquer les unes les autres. Si elle est trop petite, on ne verra aucune divergence. La séquence d'une protéine définit sa structure primaire. Elle désigne donc simplement l'ordre dans lequel s'enchaînent ces acides aminés constitutifs. Le niveau supérieur, ce sont les structures dites secondaires. Il s'agit d'arrangements locaux du squelette polypeptidique. Celui-ci peut s'organiser selon un nombre très limité de configurations. Les deux principaux motifs secondaires sont les hélices d'une part et les structures en feuillet d'autre part. Ces structures sont l'une et l'autre stabilisées par des liaisons hydrogènes. Est-ce que dans une hélice, on trouve tous les types d'acides aminés ou bien certains d'entre eux sont-ils privilégiés? Les chaînes latérales sont localisées à l'extérieur de l'hélice. Sa formation ne fait intervenir que le squelette polypeptidique. La nature des chaînes latérales joue donc a priori un rôle plutôt mineur. Deux exceptions notables cependant, la proline et la glycine. La proline, dont la chaîne latérale est liée au squelette polypeptidique, déformerait l'hélice et empêcherait l'établissement de liaisons hydrogènes stabilisatrices. On retrouve néanmoins quelquefois une proline comme premier résidu d'une hélice, mais quasiment jamais en revanche dans le corps de l'hélice. La situation est différente lorsque l'hélice appartient à une protéine membranaire. La nature hydrophile ou hydrophobe des acides aminés est ici importante. Dans la plupart des hélices membranaires, les résidus sont principalement hydrophobes et peuvent ainsi interagir avec les lipides de la membrane. L'arrangement est différent dans les hélices que l'on appelle amphipathiques, qui interviennent principalement dans la formation de canaux ioniques. La combinaison d'éléments de structures secondaires forme des arrangements géométriques plus complexes, appelés structures supersecondaires ou encore motifs. Par exemple, deux feuillets bêta peuvent s'orienter selon un motif appelé épingle à cheveux. D'autres feuillets engendrent des structures dont l'organisation rappelle celle de motifs ornementaux appelés clés grecques. Les domaines protéiques regroupent plusieurs motifs secondaires ou supersecondaires. C'est par exemple le cas ici du domaine C-terminal d'une protéine bovine particulière, formée de l'association de deux clés grecques. Beaucoup de ces domaines se retrouvent à l'identique dans des protéines différentes. Après les structures secondaires et supersecondaires, le niveau suivant d'organisation des protéines est leur structure tertiaire. Il correspond à l'arrangement dans l'espace de l'ensemble des groupements constitutifs de la protéine. Cet arrangement permet le rapprochement de domaines organisés ou non qui sont éloignés dans les structures primaires et secondaires. À titre d'exemple, on voit ici clairement que dans le cas de cette protéine appelée triose phosphate isomérase, ce n'est pas le même type d'information qui est apporté par les niveaux de description primaire et tertiaire de sa structure. La structure tertiaire est la structure active, sauf dans le cas où la protéine comporte plusieurs chaînes polypeptidiques associées. Il existe alors un niveau d'ordre supérieur, la structure quaternaire. Celle-ci correspond à l'organisation tridimensionnelle qui résulte de l'association non covalente de plusieurs chaînes polypeptidiques au sein de la protéine. La plupart des protéines sont constituées d'une seule chaîne et n'ont donc pas de structure quaternaire. Inversement, une protéine qui est formée de l'association de plusieurs chaînes doit avoir acquis sa structure quaternaire pour être fonctionnelle. Les chaînes isolées sont en règle générale inactives. Donc, la structure 3D, tertiaire ou quaternaire selon le cas, est la structure active de la protéine?
Oui, sauf que la protéine active n'est pas toujours exactement celle qui vient d'être synthétisée sur les ribosomes. Il est assez fréquent qu'une ou plusieurs modifications post-traductionnelles locales, donc non codées dans le génome, soient encore nécessaires avant que la protéine ne devienne fonctionnelle. Dans tous les cas, c'est cette structure 3D, tertiaire ou quaternaire, qui confère à la protéine sa forme compacte, souvent globulaire, parfois fibreuse, comme ici dans le cas du collagène.